Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout le monde sait. En cette année 2025, l'État français a déclaré la santé mentale grande cause nationale. Depuis plusieurs années, avec un pic spectaculaire depuis les années de plomb du Covid, on parle de crise de la maladie mentale aux États-Unis où la consommation d'antidépresseurs, de stimulants et autres médicaments psychiatriques explose, atteignant des proportions inquiétantes. Mais qu'est-ce qui se dissimule sous cette crise alléguée de la santé mentale? Sommes-nous réellement en présence d'une multiplication de facteurs environnementaux, chimiques et sociaux qui génèrent des maladies mentales vérifiables par des marqueurs biologiques? Ou sommes-nous en face de quelque chose de plus programmatique, dans un projet de médicalisation de l'existence tout entière? Pour en parler, j'ai reçu le docteur Roger McFillin pour une discussion absolument passionnante. Roger McFillin est psychologue clinicien. Il est membre fondateur du collectif Conscious Clinicians Collective, qui est un collectif de professionnels de santé prônant une approche éthique, humaine et consciente de la médecine mentale. Roger McFillin est un de ces médecins qui ont pris la plume et la parole pendant la tyrannie covidienne pour dénoncer, questionner et alerter sur les sinistres desseins de la médecine contemporaine et sur son exponentielle corruption. Avec une rigueur scientifique et une profonde empathie, il s'est imposé comme une voix essentielle pour repenser notre rapport à la santé mentale et à la liberté individuelle. L'échange qui suit est un des plus passionnants qu'il m'ait été donné d'avoir, où l'enjeu est rien de moins qu'une véritable reconquête de notre humanité. Bonjour Roger McFillin. Bonjour, ravi d'être présent avec vous. De même. Roger, je voulais commencer par vous donner une occasion de vous présenter et de présenter votre initiative, le collectif Conscious Clinician Collective. Mais vous pouvez peut-être le faire tout en répondant à cette question. Le gouvernement français a déclaré la crise de la santé mentale comme cause nationale prioritaire en 2025. Et nous entendons beaucoup parler de la crise de la santé mentale aux États-Unis. J'aimerais savoir comment vous vous situez dans cette montée de la peur autour de la santé mentale et ce que vous cherchez à accomplir avec votre collectif Conscious Clinician Collective. Bien sûr, merci de m'avoir invité à ce podcast. En ce qui concerne l'épidémie de santé mentale, si l'on regarde les 15 à 20 dernières années, le nombre de personnes qui s'identifient à des maladies psychiatriques a augmenté de manière spectaculaire. Ce qui était auparavant réservé à un petit pourcentage de la population est désormais bien identifié comme une condition médicale épisodique et a conduit un quart de la population américaine à prendre des ISRS. Les ISRS sont des antidépresseurs. Je fais remonter les problèmes actuels de santé mentale aux États-Unis à ce que je considère comme une obscure opération psychologique délibérée, destinée à susciter un certain degré de peur et à instaurer ce que j'identifie comme une lutte constante contre ses propres expériences intérieures. Donc, lorsque vous commencez à médicaliser la condition humaine, lorsque vous décrivez des réactions normales et attendues à des événements indésirables qui font partie de l'expérience humaine, ce sont des signaux qui sont destinés à vous aider à réagir efficacement et à vous remettre sur votre chemin. Je suis un homme très spirituel, donc je crois souvent que cela fait partie du cheminement de votre âme. Mais quoi qu'il en soit, une humeur dépressive, une peur, une anxiété ou un combat intérieur, c'est le propre de l'expérience humaine. Et nous sommes censés utiliser ces émotions comme des énergies puissantes pour pouvoir grandir. Et, selon moi, transformer notre propre vie. Car nos émotions sont de très bons indicateurs de ce qui se passe dans notre environnement. La promotion massive des médicaments psychiatriques comme réponse à la détresse humaine et la médicalisation de cette détresse en troubles psychiatriques
ainsi que la possibilité de conditionner à grande échelle la population américaine, remonte à la loi de 1997 sur la modernisation de la FDA, qui a autorisé la publicité directe auprès des consommateurs. Pendant cette période, en 1997, j'étais un jeune homme de 21 ans. Je me souviens donc de l'époque qui a précédé cela, où l'on nous poussait à croire à ce narratif psychiatrique ou à ce narratif des laboratoires pharmaceutiques, selon lequel lorsque vous souffrez émotionnellement, c'est parce qu'il y a un problème génétique inhérent à la production de sérotonine et d'autres neurotransmetteurs clés. Et simplement en faisant cela, simplement en intégrant cela dans la conscience collective, cela vous permet de revoir et de comprendre pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Maintenant, vous vous tournez vers l'autorité médicale, qui signale cela comme un symptôme dans nos centres médicaux. Et ils ont bien sûr la solution, qui est un médicament psychiatrique. Donc, même si je considère que l'épidémie de santé mentale est multifactorielle, je crois qu'il existe des problèmes culturels et industriels qui ont contribué à façonner la conscience collective qui lui a permis de se développer. Ainsi, lorsque vous vivez une situation comme la pandémie de 2020, une grande partie de la population va rechercher un soulagement immédiat et va s'identifier à une condition psychiatrique qui, à mon avis, l'a conduit à devenir très dépendante du système médical. En ce qui concerne Conscious Clinician Collective, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une organisation à but non lucratif où je me bats. J'essaie de rassembler les cliniciens du monde entier qui souhaitent s'éloigner de la médicalisation de la santé mentale et qui veulent identifier les émotions non pas comme des symptômes d'une maladie, mais plutôt comme un processus de transformation. Lorsque nous ressentons ces symptômes psychiatriques, leurs origines peuvent être nombreuses, allant de simples aspects environnementaux à des conditions de vie auxquelles vous devez faire face. Il y a également une épidémie de maladies chroniques dans notre pays. Nous avons été massivement empoisonnés par des produits chimiques. Notre alimentation est manifestement devenue très chimique et transformée. Et nous constatons les résultats de nombreuses maladies métaboliques. Ainsi, beaucoup de gens se tournent également vers le système de santé mentale ou le système médical, se plaignant de symptômes tels que la fatigue, les troubles du sommeil, la déprime, l'irritabilité, l'anxiété. Et ceux-ci sont rapidement qualifiés de psychiatriques, alors qu'en réalité, leurs origines sont liées à la santé, au mode de vie. Mon organisation agit donc à deux niveaux. D'une part, elle reconnaît l'opération psychologique qui consiste à induire la peur et à nous amener à nous identifier de manière excessive à un état psychiatrique, à des émotions et à des symptômes qui justifient la prise de médicaments. Et d'autre part, elle revient sur l'empoisonnement massif et les problèmes liés au mode de vie de notre population. Ajoutez à cela le temps passé devant les écrans, les réseaux sociaux, la sédentarité, et vous obtiendrez la situation actuelle aux États-Unis. C'est drôle que vous ayez mentionné les problèmes métaboliques, car j'ai une formation en agriculture régénérative et l'un de mes principaux sujets précisément est l'effet de la révolution verte et des pesticides sur la santé publique. Je compare souvent ce qui nous est imposé, ce qui nous est presque forcé par la communauté médicale, à un pesticide. Mais vous avez mentionné quelque chose de très intéressant dans votre introduction. Quand on pense au discours officiel sur la santé mentale, on a tendance à voir une progression linéaire depuis la découverte du subconscient par Freud jusqu'à nos jours. On nous raconte une histoire d'amélioration constante de la connaissance de choses qui ont toujours été présentes dans l'humanité.
comme la conscience. Mais on nous dit aussi que nous savons à peu près tout sur le fonctionnement du cerveau, etc. Et donc, si nous regardons la réalité, et c'est ce que vous faites en analysant de manière critique et précise toute la littérature scientifique sur la santé mentale, c'est une histoire complètement différente qui émerge, beaucoup moins linéaire que le discours officiel. Vous avez mentionné l'année 1997 et en particulier, je pense, le moment où le paradigme devient que la santé mentale est un déséquilibre chimique dans notre cerveau. J'aimerais que vous développiez un peu plus sur ce point. Cela a fait l'objet d'analyses sérieuses et vous avez interviewé dans votre podcast quelqu'un comme John M. Moncrief, par exemple. C'est un paradigme qui est remis en question, n'est-ce pas? Oui, c'est un discours qui relève davantage du marketing que de la science. Donc, lorsque vous êtes chargé de créer un médicament et de le commercialiser pour aider à soulager, en théorie, les personnes qui souffrent de dépression ou d'anxiété, vous devez élaborer une théorie scientifiquement solide, expliquant pourquoi ce médicament serait efficace. On part du principe que nous disposons de fondements solides de recherche empirique et scientifique qui suggèrent que cette substance neurochimique clé, la sérotonine en particulier, est impliquée dans notre humeur et qu'il existe des variables génétiques et potentiellement d'autres variables qui influencent la production de la sérotonine et que nous devenons dépressifs lorsqu'il y a des carences. Ainsi, ils ont créé un miracle médical qui est capable d'augmenter la disponibilité de cette substance neurochimique clé dans notre cerveau. Et cela est censé résoudre le problème de la dépression, qui pourra être traité comme n'importe quelle autre affection médicale, à l'instar de l'insuline pour le diabète. Et c'est un narratif qui, encore une fois, est brillant dans sa noirceur. Car, premièrement, ce n'est pas quelque chose qui est mesuré objectivement. Ce n'est pas comme si vous alliez dans le système médical et que vous subissiez un test médical objectif qui suggère que vous avez un faible taux de sérotonine, puis que l'on vous prescrive un médicament et que vous puissiez le mesurer scientifiquement et empiriquement. Non, ça ne se passe pas ainsi. Au contraire, cela devient quelque chose qui se trouve dans votre esprit. C'est une idée, c'est un nouvel aspect de la conscience selon lequel ce que je ressens n'est pas valable. Ce que je ressens est faux ou défectueux. C'est une anomalie biologique. Vous développez donc une conscience basée sur la peur et une maladie dans le cerveau, dans l'esprit. Et vous prenez maintenant un médicament expérimental, car vous ne pouvez pas créer de médicaments pour les revers de la vie. Vous ne pouvez pas créer de médicaments pour les réactions émotionnelles normales de la vie quotidienne. Mais vous pouvez le faire si vous en faites une maladie. C'est là que nous avons vu cette révolution de la publicité directe aux consommateurs, où ils avaient besoin de pouvoir promouvoir ce médicament, de créer ce narratif qui allait automatiquement conduire à une explosion de leurs produits. L'objectif d'une entreprise pharmaceutique est de pouvoir vendre autant de produits que possible, pendant aussi longtemps que possible, même si cela n'a été étudié que par tranche de 6 à 8 semaines, et qu'une liste de symptômes a été créée pour tenter de prouver son efficacité et obtenir son autorisation d'utilisation dans nos centres médicaux. C'est un médicament que les gens prennent pendant 15 à 20 ans. Vous créez des clients à vie. Et vous avez raison. Et vous avez abordé quelque chose de vraiment important, à savoir que nous avons cette fausse idée, que nous comprenons mieux l'esprit, le cerveau
la psychologie et le bien-être de l'existence humaine, d'une manière qui suggère en quelque sorte que nous avons progressé ou avons fait des améliorations dans la condition humaine. C'est un narratif erroné. En fait, toutes les statistiques montrent que notre état s'est considérablement détérioré lorsque nous avons commencé à accepter ce modèle biomédical et l'industrie professionnelle de la santé. La thérapie et les médicaments, le bien-être mental collectif, ainsi que le bien-être physique, ont considérablement diminué au cours du dernier quart de siècle. Plus nous prescrivons de médicaments psychiatriques, plus notre état s'aggrave. J'affirme donc que cela crée un certain degré de maladie et de dépendance, et je pense que c'est intentionnel. Je pense que c'est intentionnel d'un point de vue financier, évidemment, mais aussi pour influencer et contrôler une population, pour la rendre plus sédatée, plus contrôlable, plus facilement influençable, et pour lui faire accepter que non, ses libertés ne lui sont pas accordées par Dieu, mais qu'elle comprenne qu'elle est malade, qu'elle est déconnectée du divin et qu'elle doit chercher le soulagement auprès d'une autorité médicale. Il s'agit donc vraiment d'un conditionnement de masse visant à créer un biais d'autorité au sein du système médical. On voit aujourd'hui les conséquences de cela dans le degré d'utilisation des services médicaux. En parlant de ça, avez-vous des chiffres sur la croissance exponentielle de l'utilisation des médicaments psychiatriques, précisément depuis 1997, pour montrer un ordre de grandeur? Les médicaments psychiatriques dominants à la même époque, à l'époque de cette libéralisation de la publicité, étaient déjà les ISRS, dont je vais donner la signification de l'acronyme. Ce sont des inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine. Ou y avait-il déjà d'autres médicaments psychiatriques comme les benzodiazépines? Oui, l'augmentation spectaculaire de l'utilisation des médicaments psychiatriques a été démontrée depuis le début des années 90. La dernière chose que j'ai vue, c'est que nous approchons les 20% de femmes de moins de 25 ans qui prennent au moins un médicament psychiatrique. Et environ un quart de la population américaine a pris au moins un médicament psychiatrique au cours des 365 derniers jours. Un an. À ma connaissance, ce sont les médicaments stimulants du type ISRS qui ont connu la plus forte augmentation des prescriptions. Ce qui s'explique également par la facilité avec laquelle on peut se les procurer. Aujourd'hui, grâce aux entreprises de télésanté, il suffit de s'inscrire et de remplir un questionnaire pour se faire livrer ces médicaments directement à domicile. Il s'agit donc d'un trafic de médicaments, car, à mon avis, aucune condition médicale ne justifie la prise d'un ISRS. Cela ne fait que créer des problèmes à court terme ou à long terme, et les gens confondent un certain degré d'engourdissement émotionnel et de détachement avec un traitement de santé mentale. Car ressentir moins n'est certainement pas se sentir mieux. Et cela n'est en aucun cas compatible avec une bonne santé mentale ou physique à long terme. Nous constatons donc une augmentation spectaculaire de la consommation de ces deux types de médicaments. Je ne sais pas si nous disposons de chiffres précis, car nous nous appuyons sur les données fournies par le gouvernement pour déterminer les taux de prévalence. Et généralement, celles-ci sous-estiment le nombre réel de personnes qui prennent des médicaments. Je sais toutefois que dans notre pays, 17% des garçons américains reçoivent un stimulant pour traiter le TDAH. Et lorsqu'il s'agit d'un médicament comme une benzodiazépine, qui peut certes avoir une utilité à court terme comme traitement d'urgence, le problème est qu'on prescrit un produit qui crée une dépendance importante et de nombreux effets indésirables. Une benzodiazépine ne devrait d'ailleurs pas être prescrite plus de 10 à 14 jours en raison de son potentiel addictif.
Cette dépendance entraîne ensuite un besoin croissant du médicament pour obtenir le même effet. Ce médicament est prescrit pendant des années. Il est prescrit pour dormir, il est prescrit à toute personne qui dit simplement ressentir de l'anxiété. Et ce qui a changé au cours de ma carrière, c'est le nombre de personnes qui viennent me consulter sous un ou plusieurs médicaments psychiatriques et qui sont clairement dépendants. Ainsi, lorsqu'elles arrêtent de prendre un médicament, elles ressentent un sevrage assez important. Et ces symptômes de sevrage leur sont alors présentés à tort comme une aggravation des symptômes de leur maladie mentale. Cela les maintient donc dans un cycle de dépendance, où elles s'identifient à un trouble mental chronique et deviennent des clients à vie. Vous parlez du problème du sevrage. Je pense que Jordan Peterson a beaucoup contribué à populariser l'idée qu'il est extrêmement difficile de se sevrer des benzodiazépines. Par exemple, il est même allé en Russie pour être plongé dans le coma afin de mieux se sevrer des benzodiazépines. Vous avez réalisé une excellente interview d'un psychiatre danois à ce sujet dans votre podcast, Anders Sorensen. Est-ce que les ISRS présentent les mêmes problèmes de sevrage que les benzodiazépines? Je ne dirais pas que le développement de la dépendance est aussi rapide, ni qu'il progresse aussi vite qu'avec une benzodiazépine. Mais il est très clair que dès lors que l'on commence à prendre un ISRS et que l'on augmente artificiellement le taux de sérotonine dans les cellules nerveuses, le mécanisme de régulation à la baisse réduit la production naturelle de sérotonine. Ainsi, si l'on arrête ce médicament brusquement, ou si l'on réduit la dose trop rapidement, la réaction du corps à cette dépendance peut varier énormément. D'après ce que j'ai pu observer, cela va de symptômes légers chez certaines personnes qui parviennent à arrêter le traitement relativement facilement, à des situations mettant la vie en danger, avec l'apparition de tendances suicidaires, d'agressivité, de comportements violents, voire de diverses formes de psychose. C'est tout simplement une expérience terrible. Quels sont les facteurs qui contribuent à cela? Eh bien, le type de médicament, la demi-vie du médicament, le profil génétique unique de la personne et la façon dont elle métabolise le médicament, et bien sûr la durée pendant laquelle elle a utilisé le médicament. Chaque personne est différente, et il est difficile de prédire qui va avoir des réactions de sevrage aussi graves. Mais il ne fait aucun doute que les ISRS créent une dépendance physique, et que l'arrêt du traitement nécessite une diminution très progressive de la dose et une surveillance médicale. Il est également souhaitable de consulter un professionnel qui pourra vous aider à surmonter les difficultés émotionnelles liées au processus de sevrage. Donc, laissez-moi résumer un peu. Un Américain sur 4 ou sur 5 prend actuellement des médicaments psychiatriques. Leur efficacité est, ou plutôt, nous n'avons aucun marqueur biologique pour déterminer si une personne souffre d'une maladie mentale qui peut être guérie par ces médicaments. Ils ont des effets secondaires très graves. Ils provoquent des problèmes de sevrage extrêmement complexes. Et pourtant, ils sont approuvés par la Food and Drug Administration. Comment pouvez-vous expliquer cela? Peut-être pouvez-vous nous expliquer le processus d'approbation de ces médicaments, le cas échéant en vous référant à celui que vous avez mentionné à plusieurs reprises dans votre podcast, à savoir le Lexapro, qui est un ISRS assez récent. Il existe une sorte d'idée reçue selon laquelle le processus réglementaire de la FDA, l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, consiste à déterminer la sécurité et l'efficacité des médicaments. Ce n'est pas le cas. Son rôle est désormais de mettre le médicament sur le marché le plus rapidement possible.
Si son rôle était de déterminer l'efficacité et la sécurité d'un produit pharmaceutique ou d'une intervention, vous verriez un examen beaucoup plus approfondi et de meilleures études. Ils ont ainsi permis à l'industrie pharmaceutique, qui finance selon moi environ 60% du budget de la FDA, d'être en réalité celle qui décide si son propre produit, dont elle tire des milliards de dollars de bénéfices chaque année, est sûr et efficace. Et je pense que la manière dont le gouvernement américain le justifiera, c'est que cela dépendra du médecin, qu'il veut que ces outils soient entre les mains du médecin afin qu'il puisse déterminer s'il y a un besoin. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des médecins pensent que si le médicament a été mis sur le marché, sa sécurité et son efficacité ont été prouvées, et qu'ils peuvent désormais utiliser ce médicament avec un certain degré de liberté. Ils reçoivent la plupart de leur formation sur le médicament de la part de l'industrie pharmaceutique elle-même, soit par le biais des ventes de produits pharmaceutiques, soit par le biais d'une industrie de l'édition à but lucratif, qui est également financée par l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a également effectué un travail incroyable en recrutant des leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion, issus des principales institutions médicales et universitaires, vantent ensuite l'efficacité du médicament. Ils rédigent également les manuels médicaux. On peut donc constater que cette industrie, grâce à son contrôle sur le processus réglementaire, son marketing auprès du public américain et son marketing direct auprès des médecins, a créé une fausse idée de ce qu'est un médicament. Je vais maintenant m'appuyer sur le domaine dans lequel j'ai mené mes recherches, à savoir les ISRS. Comment les ISRS ont-ils été approuvés alors que leur efficacité est si faible et leurs effets secondaires si importants? Eh bien, il est très facile de créer des essais cliniques et de donner l'illusion qu'il y a des résultats positifs. La FDA n'exige que 2 études positives. Et tout ce qu'une étude positive exige, c'est que les médicaments montrent une différence statistique sur une mesure de résultat par rapport à un groupe témoin, le groupe placebo. Si vous êtes capable de fabriquer le numéro 1, quel est le critère pour mesurer les résultats? Ainsi, par exemple, si je voulais créer une étude montrant que l'alcool est un traitement efficace pour le trouble d'anxiété sociale chez les adolescents, il me suffirait de créer un critère de mesure qui considère l'anxiété comme un symptôme, de créer le médicament, qui est l'alcool. Je pourrais prendre le cannabis, ou je pourrais prendre n'importe quelle autre drogue qui a ce rôle sédatif dans la physiologie, puis de mesurer ce qu'ils ressentent. Ensuite, je donne à quelqu'un un médicament placebo qui n'a pas le même impact physiologique et je peux créer cette différence. Ce qui est intéressant dans les études sur les ISRS, surtout chez les enfants, je pense que pour le Prozac, environ 15 essais ont été réalisés par les sociétés pharmaceutiques, dont seulement 2 ou 3 ont montré une différence statistique. C'est donc l'autre aspect du biais de publication. Vous n'avez pas besoin de produire les 12 autres études qui montrent que le médicament n'est pas plus efficace que le placebo. Il suffit d'en trouver 2. Et il existe des moyens de manipuler les essais cliniques. Pour ce faire, il y a une période de placebo washing. Vous pouvez supprimer certains ensembles de données s'ils ont donné des résultats négatifs, ce que les sociétés pharmaceutiques ont fait dans leurs essais cliniques. C'est clairement une fraude systémique de les autoriser à mener leurs propres essais. De plus, nous sommes devenus scientifiquement illettrés. Et vous avez mentionné le Lexapro comme meilleur exemple. Le Lexapro pour les adolescents et les enfants a été récemment approuvé pour le traitement de l'anxiété. Et ce que nous avons vu, et c'est dans les articles, les données sont dans les articles, c'est qu'il y a eu une multiplication par 6 du nombre d'enfants qui ont pris du Lexapro et qui sont devenus suicidaires par rapport au placebo. Alors dites-moi, dans une société sûre et juste, où les agences de réglementation sont censées protéger le public, comment pouvez-vous approuver un médicament qui va induire le suicide et le prescrire pour une expérience aussi normale que l'anxiété? Et à quel moment considérez-vous que le moyen le plus sûr et le plus efficace de traiter les enfants anxieux est de les droguer?
Nous avons accepté cette mentalité, ce narratif, selon lequel la réduction d'un symptôme est synonyme de santé. Et c'est là que réside le côté sombre de tout cela. Vous ne pouvez donc pas me dire que ce n'est ni délibéré ni intentionnel et qu'il ne s'agit que d'argent. C'est une attaque contre la vie elle-même. Si vous donnez à des enfants un médicament qui, au minimum, va anesthésier leur vécu, alors que l'adolescence est une période clé pour apprendre à réguler ses émotions et qui, au pire, peut entraîner des tendances suicidaires ou des maladies métaboliques, vous les empêchez de suivre un développement normal. Ce type de traitement perturbe les hormones en raison de la relation bidirectionnelle avec la sérotonine. La sérotonine n'est pas seulement une substance chimique du plaisir dans le cerveau, elle agit sur l'ensemble du corps. Et l'on sait que sa production prend racine dans l'intestin. Ces médicaments nuisent donc à la santé à court terme comme à long terme. Et lorsque le gouvernement les approuve, malgré l'absence de preuves solides et malgré d'importantes préoccupations sanitaires, je considère cela comme une action délibérée et intentionnelle dirigée contre sa propre population. Vous souvenez-vous de l'augmentation exacte des tendances suicidaires liées au Lexapro? Oui, il s'agissait d'un peu moins de 10% des enfants qui prenaient le médicament et qui sont devenus suicidaires. Ainsi, les enfants qui faisaient partie du groupe sous médicaments, par opposition au groupe sous placebo, ont connu une augmentation de 9 à 10% de leur tendance suicidaire? Environ 6 fois plus. Environ 2% ou moins de 2% du groupe sous placebo a présenté une augmentation de la tendance suicidaire. Mais c'était un peu moins de 10%. Cela a fini par représenter une augmentation de 600% de la tendance suicidaire, ce qui, quand on l'extrapole à une population plus large, est très significatif. C'est inquiétant. Très effrayant. C'est une très bonne transition pour le prochain sujet dont je voudrais parler, qui concerne précisément les enfants et le rapport de la commission Maha, Make America Healthy Again. Nous reviendrons sur le fait que Maha a vraiment souligné que son objectif de santé publique est la santé des enfants. Mais vous avez mentionné plusieurs fois le TDAH. TDAH signifie trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est un trouble extrêmement diagnostiqué en France, quoique pas dans les mêmes proportions qu'aux États-Unis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que représente le TDAH en tant que maladie mentale aux États-Unis, si tant est qu'il s'agisse d'une maladie? Quelle est l'ampleur de l'industrie du TDAH? C'est une bonne question. Je tiens à préciser d'emblée que tous les troubles psychiatriques ne sont qu'un ensemble de symptômes. Ils ne constituent pas en eux-mêmes des maladies médicales distinctes. Nous ne pouvons donc pas parler du TDAH, de la dépression ou du trouble bipolaire de la même manière que nous parlerions d'une tumeur ou du diabète, car nous ne disposons pas de mesures objectives pour qualifier cela de maladie. Il s'agit simplement d'un ensemble de symptômes. Donc quand je dis que le TDAH n'existe pas, je ne parle pas du fait qu'une personne ne peut pas présenter un ensemble de symptômes tels qu'une légère hyperactivité, des difficultés et des problèmes de concentration, qui peuvent créer des problèmes dans le système scolaire public, ou qu'elle peut devenir ingérable sur le plan comportemental. Ces choses existent, mais elles n'existent pas parce que vous êtes né avec une maladie génétique du cerveau qui nécessite un médicament stimulant. Il s'agit d'un ensemble de symptômes dont l'origine est inconnue. Je peux citer spontanément une vingtaine d'autres pathologies qui peuvent entraîner des difficultés de concentration, dont l'une est l'exposition à la technologie pendant des phases clés du développement du cerveau et au début de la vie. Il ne faut pas mettre un enfant de 2 ans devant la télévision, un iPad ou un téléphone, car notre cerveau est malléable, notre intention est malléable,
et vous ne faites que détourner votre attention. Vous avez besoin de ce degré de stimulation, presque comme une drogue, pour pouvoir vous concentrer. Puis vous revenez dans un environnement tel que la crèche ou l'école, et on attend de vous que vous vous asseyez et que vous vous concentriez sur un enseignant qui va vous lire un livre, ou que vous lisiez vous-même, alors que vous êtes habitué à cette stimulation intense qui pirate votre cerveau. Nous assistons donc à l'avènement de super-ordinateurs technologiques que presque tous les enfants possèdent désormais, même à un âge de plus en plus précoce. Nous avons des parents surmenés et stressés qui élèvent leurs enfants à l'aide de la technologie. Quelle sera donc la réponse attendue à cela? Eh bien, nous les éduquons de la même manière que nous les éduquions en 1955, ou nous les plaçons dans des environnements où nous les exposons à la technologie. Et nous attendons d'eux qu'ils restent assis dans une salle de classe qui ressemble à une prison sous un éclairage fluorescent, sans activité. Et nous leur donnons des poisons qu'il y a constamment dans les écoles. L'industrie alimentaire commercialise des produits destinés aux enfants, comme les sodas et les boissons énergétiques contenant des colorants interdits dans d'autres pays, qui ont été clairement identifiés scientifiquement comme induisant les mêmes symptômes de TDAH que ceux que nous identifions comme une affection cérébrale génétique. Il n'est donc pas surprenant que nous assistions à une augmentation spectaculaire du nombre de diagnostics de TDAH, car nous observons ces symptômes plus fréquemment. Le diagnostic dans son ensemble est à mon avis extrêmement problématique, car il empêche d'enquêter sur les causes légitimes. Les gens me contactent fréquemment pour me dire que je ne parle pas assez des dégâts des vaccins. Et je vais le dire ici, oui, ceux qui ont été victimes d'un vaccin peuvent présenter des symptômes de TDAH. Et que se passe-t-il lorsque nous continuons à augmenter le nombre de vaccinations dans des périodes plus courtes et distinctes? Quel est l'impact sur le système immunitaire? Quel est l'impact sur le développement du cerveau? Mais je répète ce que je disais précédemment. Il n'existe pas de maladie distincte et identifiable appelée TDAH. Il n'y a que des symptômes. Et ces symptômes peuvent être liés à des causes que nous devons être en mesure de traiter dans ce pays, si nous voulons une population en meilleure santé. Des aliments que nous consommons jusqu'à la manière dont nous éduquons nos enfants, en passant par la discipline parentale, le rôle de la technologie, les vaccins, tous ces éléments ont une influence. Ils doivent être étudiés, compris et considéré comme une réponse qui est étiquetée comme TDAH. Et puis il y a l'aspect psychologique, la réponse à des événements traumatisants. Par exemple, un enfant victime d'abus ou de négligence va entrer dans le système scolaire et il va présenter les mêmes symptômes que ceux répertoriés dans la liste du TDAH. Il va donc être à nouveau considéré comme un problème et un enfant victime d'abus ou de négligence à la maison va être identifié comme un patient et mis sous médicaments. C'est ce que nous avons créé dans notre société. Et si cela ne vous met pas en colère, ou du moins ne vous amène pas à remettre tout cela en question, alors c'est un bon indicateur que vous êtes vraiment sous contrôle massif de l'opération psychologique. Quiconque croit que le TDAH est une pathologie réelle identifiable a certainement été soumis à un lavage de cerveau massif à ce sujet et a créé un narratif autour de cela. Ce n'est pas pour critiquer qui vous êtes, mais si vous avez été identifié avec ce diagnostic, demandez-vous, comment ai-je reçu ce diagnostic? Vous savez que vous n'avez pas reçu ce diagnostic à la suite d'examens médicaux avancés. On vous a simplement prescrit un médicament stimulant. Et un médicament stimulant va avoir un effet. Il aura un effet sur nous deux. Je suis quelqu'un qui boit du café. Donc la caféine est un stimulant pour moi. Et quand je bois de la caféine, je me concentre, je me calme, je me sens alerte, je me sens mieux. Bien sûr, cette drogue crée également une dépendance, donc vous avez besoin de doses de plus en plus importantes pour obtenir le même effet. Mais appelons un chat un chat. Nous donnons aux enfants une forme de méthamphétamine pour provoquer une réaction différente chez eux sur le plan comportemental. Vous ne vous attaquez jamais à la cause profonde de la difficulté.
Vous essayez simplement de les endormir pour les rendre plus faciles à gérer. Quelle est la prévalence du TDAH aux États-Unis? Avez-vous un ordre de grandeur? Combien d'enfants aux États-Unis sont diagnostiqués avec un TDAH, des troubles? Oui, j'ai récemment enregistré un podcast et je pense que le CDC avance des chiffres compris entre 12 et 17%. Mais lorsque vous menez ces études épidémiologiques dans certaines régions du pays, ce chiffre atteint environ 20%. Oui, c'est dramatique. Et c'est là le problème. Si la psychiatrie dans le secteur de la santé mentale traitait un trouble qui s'écartait de la norme, on s'attendrait à trouver des taux représentant 1 à 2% de la population, et ces personnes souffriraient d'un dysfonctionnement si important qu'elles auraient besoin d'une aide professionnelle. C'est un peu comme une courbe en cloche qui permet de voir ce qui s'écarte de la norme. Mais lorsque vous envisagez de traiter et d'intervenir auprès d'un quart de la population, il est évident que vous traitez la normalité. Vous étiquetez, pathologisez et intervenez de manière expérimentale sur la normalité. Well, on this topic precisely, Christopher Lasch. I mean, I wrote a book on Christopher Lasch, actually. I mean, and he. Votre réponse m'évoque Christopher Lasch. J'ai écrit un livre sur Christopher Lasch et il avait consacré beaucoup de temps, beaucoup de ses écrits à parler de la conception consciente d'un type de personnalité nécessaire, un capitalisme à un stade avancé ou une société progressiste qui serait basée sur la consommation. Et il a expliqué que dans les étapes précédentes, il fallait, disons, une personnalité forte au XIXe siècle, quand la vie économique était principalement axée sur la production, puis quand la vie économique est devenue axée sur la consommation, nous avons vu se développer un fait social total. Alors nous avons eu besoin d'un nouveau type de personnalité, à savoir la personnalité narcissique, qui est une métaphore fondée sur un trouble de la personnalité qui affecte les nouveau-nés et les nourrissons lorsqu'ils ont du mal à comprendre qu'il existe une séparation entre eux-mêmes et le monde qui les entoure. Et la personne, donc la personnalité narcissique, narcisse, n'est pas un moi fort, c'est un moi égoïste, faible, lâche, appelez même ça un moi minimal ou un moi assiégé. Pensez-vous que les personnes qui prescrivent si massivement des médicaments pour traiter le TDAH, par exemple, sont conscientes qu'elles sont en train de générer une sorte de personnalité dominante faible? Eh bien, j'ai rencontré beaucoup de ces prescripteurs au cours de mon parcours. J'ai interviewé beaucoup d'entre eux. Et vous utilisez le mot conscient. Mais d'après mon expérience, ils sont inconscients. Ils sont vraiment presque dans un état de transe. Ils ont été tellement conditionnés par notre culture et tout au long de leur formation qu'ils ont une confiance totale dans l'autorité centralisée. Autrement dit, le médecin allopathe, qui aux États-Unis propose principalement des produits pharmaceutiques comme forme de soins, possède une certaine constitution psychologique. Je trouve très intéressant d'observer comment cette profession a construit une représentation mentale de la santé et de l'épanouissement humain. Ce sont donc les meilleurs et les plus brillants qui peuvent entrer à la faculté de médecine aux États-Unis. C'est très compétitif. Il faut avoir de très bonnes aptitudes en mathématiques et en sciences. Et je pense que leur capacité à réussir dans le système scolaire public les rend très réceptifs à ce conditionnement. Car le système scolaire public américain n'enseigne pas nécessairement la pensée critique.
Il est très efficace pour restituer, grâce à une mémoire de travail solide, ce que l'autorité, l'enseignant ou le manuel scolaire veut que vous mémorisiez. Qu'il s'agisse d'histoire ou de science, nous ne formons certainement pas des penseurs critiques créatifs qui sont conçus et formés pour être capables de remettre en question la position de l'autorité. En fait, vous êtes punis si vous le faites. Et ils sont tellement récompensés. Pour moi, c'est comme un conditionnement opérant. Ils se soucient vraiment d'être les meilleurs de leur classe. Ainsi, les 1, 2 ou 3% des meilleurs de leur classe doivent vraiment apprendre ce qu'il faut pour y parvenir. Ils se concentrent donc sur le résultat et pas nécessairement sur l'apprentissage. Ils sont donc en quelque sorte préparés lorsqu'ils entrent à la faculté de médecine à recevoir, en termes de manuel et de formation, le summum de la science moderne, et à constater les progrès réalisés dans ce domaine. Je crois donc qu'ils pensent soulager la souffrance humaine. Le psychiatre, par exemple, qui est quelqu'un qui va prescrire ces médicaments, ne va pas vraiment plus loin que cela. Car lorsque vous posez la question des conséquences à long terme sur cette personne, tant sur le plan de la santé que sur le plan psychologique, ils considèrent simplement que la personne souffre d'un trouble. Ils leur prescrivent un médicament. Ce médicament a été prouvé scientifiquement. On leur dit donc qu'il a des effets secondaires minimes, mais qu'il améliore également ses performances ou son fonctionnement. On entend tout le temps dire que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Donc oui, ils reconnaissent peut-être qu'il y a des effets indésirables ou des effets secondaires, mais ils sont presque systématiquement conditionnés à les considérer comme rares. Ils prennent donc le risque. Mais comprennent-ils la qualité scientifique de ces interventions? On pourrait le penser, mais ce n'est pas le cas. Ils travaillent beaucoup trop d'heures. En réalité, ils se contentent de lire les résumés ou les conclusions des auteurs, ou ils obtiennent simplement des informations auprès des services marketing des laboratoires pharmaceutiques. Et je ne pense pas qu'ils réfléchissent profondément à ces questions. Je ne crois pas que se sentir mieux à court terme, ou diminuer ses émotions, ou améliorer sa concentration à court terme, soit synonyme de résultats à long terme en matière de santé. Car souvent, ce qui arrive, c'est que nous devons faire face à ce qui nous arrive réellement et apporter des changements légitimes. Donc, même d'un point de vue purement sanitaire, si quelqu'un vient vous consulter et qu'il est au bord du diabète de type 2 ou prédiabétique, vous pouvez dire que l'Ozempic va produire ce résultat à court terme. Mais ce que vous ne faites pas, c'est réfléchir à l'impact à long terme d'une telle intervention sur la nature et au fait que la personne n'est pas capable d'adopter les changements de comportement qui l'ont mise dans cette situation au départ. Ce n'est pas censé être facile, tout comme les moments difficiles de notre vie. Qu'il s'agisse de la concentration d'un enfant, de problèmes de comportement, d'humeur dépressive, de peur, tous ces symptômes et toutes ces expériences sont là pour nous servir. Cela fait partie de l'expérience humaine. Et donc, lorsque nous vendons cette idée d'une solution rapide et facile, c'est comme si nous passions un pacte avec le diable. Vous croyez qu'il suffit d'avaler une pilule pour que tous ces problèmes disparaissent. Mais cela ne fait que créer de nouveaux problèmes. Et nous ne faisons pas le lien entre ces nouveaux problèmes et les interventions. Ainsi, l'explosion des maladies chroniques, des taux de cancer, des maladies auto-immunes. Nous ne ferons jamais le lien avec le médicament que quelqu'un a pris à un certain moment de sa vie, ou aux idées qui sont cultivées dans notre conscience au sujet de la santé. C'est parfait que vous abordiez ce sujet parce que dans vos derniers articles et podcasts, vous avez consacré beaucoup de place à l'âme. Vous avez mentionné dans un de vos derniers articles un cas particulièrement troublant, celui d'un patient que vous recevez et qui est traité par un psychiatre pour avoir vécu une expérience transcendantale ou simplement l'expérience de Dieu.
transcendental experience, or simply uh, the experience of God, simply. Vous avez récemment accordé une interview très intéressante aussi à Freya India, dans laquelle vous vous êtes aventuré dans la pathologisation de certaines tendances politiques, et en particulier des tendances politiques conservatrices. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, merci d'aborder ce sujet. Tout d'abord, il y a certaines choses que je sais être vraies. Et le paradigme dans lequel nous abordons notre santé physique, le paradigme matérialiste, qui est en quelque sorte guidé par des perspectives athées, est un paradigme erroné et tout simplement faux, qui maintient les gens malades et dépendants d'un faux Dieu. Nous sommes une âme dans un corps qui habite ce corps pour vivre l'expérience humaine. Nous sommes des êtres énergétiques, et plus nous nous éloignons de la compréhension de nous-mêmes en dehors du paradigme matérialiste et athée, plus nous devenons malades, plus nous nous déconnectons de Dieu, plus nous nous déconnectons de la nature, plus nous nous sentons mal. Je pense que c'est évident. Je pense que nous sommes censés être connectés à Dieu, à notre environnement, à la nature, et je pense que nous sommes délibérément déconnectés de Dieu, intentionnellement, par l'utilisation de la technologie, des médias et des idées autour du paradigme matérialiste. Nous avons simplement détourné notre attention, qui autrefois visait une connexion plus profonde avec le divin, et nous avons transféré une grande partie de cette autorité aux politiciens et aux professionnels de la santé, et nous sommes censés les suivre aveuglément. Donc, quand j'ai écrit cet article, je parlais de ce que je vois augmenter à travers le monde, qui est une expérience transcendantale de connexion à l'unité de toutes choses, l'expérience de Dieu dans leur vie, un but et un sens plus grand, des gens qui se tournent vers la prière, vers la méditation et qui ressentent un éveil qui leur fait comprendre que le but de leur vie s'étend au-delà de leur ego et de l'identité développée de cette seule vie. Et parler de cela aux États-Unis, dans le paradigme matérialiste athée, le système médical, et en particulier le système de santé mentale tel qu'il est formé, peut être considéré comme une illusion religieuse. La façon dont vous êtes conditionné et formé évite assurément de parler de la vie comme un voyage, le voyage du héros, le voyage où l'âme est en apprentissage continu et où il y a un but, et où vous pouvez alors faire l'expérience de Dieu tout au long de ce voyage comme un guide, voire comme une force créatrice qui vous traverse énergétiquement. Nous n'avons pas ce genre de conversation, bien qu'elles aient été écrites depuis des siècles. Nous nous déconnectons en quelque sorte de cette idée que des guides, des anges, des esprits nous parlent, et qu'il existe une force d'amour universelle dans l'univers. Donc, lorsque vous niez cela, lorsque vous étiquetez cela entre guillemets comme une illusion, une psychose, vous allez simplement créer une énergie basée sur la peur autour de cela. Et ensuite, vous le signalez au système médical ou à votre thérapeute, qui va le pathologiser ou le traiter avec des médicaments. J'ai donc intitulé un article « Ce qu'il ne faut pas dire à un professionnel de la santé mentale », car si vous le faites, ce sera mal interprété. Votre liberté peut vous être retirée. Quand on pense à des personnes plus conservatrices, si vous avez des tendances à pencher vers la droite ou vers des valeurs conservatrices en raison de votre croyance en une source supérieure, que vous avez des croyances religieuses, vous croyez que la vie en soi est censée être difficile et pleine de défis, et vous croyez en la liberté individuelle et en l'autonomie par rapport au gouvernement. Par exemple, que Dieu est l'autorité ultime et que nous serons jugés individuellement sur cette base. Si vous entrez dans une thérapie classique
avec des thérapeutes américains mal formés, qui peuvent avoir 25, 26 ou 27 ans et aucune expérience, et qui ont tendance à être des femmes blanches, qui penchent vers le libéralisme. Alors, beaucoup de points de vue traditionnels sur la famille, le mariage, sur les rôles des genres, peuvent tous vous mettre en danger face à un thérapeute qui considère cela comme un conditionnement découlant d'une culture d'oppression. Et de ce point de vue féministe, de justice sociale, ils croient que leur rôle en tant que thérapeute est d'essayer de vous faire comprendre que ces systèmes de croyances viennent d'un conditionnement culturel et que votre bonheur viendra de la rupture avec ces idées traditionnelles oppressives que peuvent être les institutions du mariage, les institutions religieuses, ou même l'idée qu'il existe une différence entre un homme et une femme. Ce n'est donc vraiment pas un environnement favorable pour quelqu'un qui est plus conservateur. Je pense que c'est un moyen pour les agences de renseignement américaines d'exercer leur influence sur le complexe industriel de la santé mentale. Comment en suis-je arrivé à cette conclusion? Eh bien, les agences de renseignement sont impliquées dans ce domaine depuis des décennies, par le biais du programme MKUltra, et elles s'intéressent à la manière dont on peut créer une population plus docile, mais aussi à la manière dont on peut créer des divisions au sein d'une population. Et lorsque cela se produit, vous êtes plus susceptible d'agir par peur et vous êtes plus enclin à renoncer à vos libertés. C'est ce qui se passe. Il y a des opérations psychologiques dans tout cela. Si vous êtes quelqu'un qui croit que Dieu est l'autorité ultime, que la liberté vous est donnée par Dieu et que vous êtes une âme énergétique qui s'étend au-delà de ce corps, alors vous êtes plus susceptible de vous engager dans une révolution. Vous allez résister à cette autorité, car votre but dans cette vie est bien plus grand que de vous accrocher à cette illusion de qui vous êtes et de craindre la mort. C'est vraiment parfait que vous mentionniez les agences de renseignement, car vous connaissez bien, bien évidemment, les études de Théodore Adorno sur la personnalité autoritaire. Et nous savons qu'il existe une longue coopération entre les agences de renseignement et précisément l'aspect qui consiste à promouvoir un certain type de personnalité faible. Et mon ami Matthew Crawford, qui sera bientôt l'invité de mon podcast, a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises dans de longs articles, en disant de manière un peu provocante, qu'en fait, la révolution sexuelle était peut-être une opération psychologique du gouvernement américain. Mais précisément, au sujet des agences gouvernementales, revenons à Maha. Maha fait partie d'une coalition Make America First ou America First. Et quand on réfléchit à ce qu'est la proposition la plus pure de l'Amérique d'abord, c'est que nous devons guérir la patrie qui est malade de l'expansion illimitée de l'Empire américain. Il est donc tout à fait logique que Maha y soit intégré. Quelle est votre opinion sur la direction que prend le pays maintenant, que nous approchons d'un an de présidence Trump, que Robert Kennedy Jr. Est le secrétaire à la santé et Jay Bhattacharya est installé à la tête de la recherche médicale américaine, à la tête de l'agence NIH? C'est une bonne question. À la base, le mouvement Maha est un soulèvement, je pense, de mères milléniales qui sont très conscientes des effets néfastes des soins médicaux standards et des recommandations nutritionnelles dans ce pays, et qui essaient d'empêcher leurs enfants de subir les conséquences que subit le reste du pays. Il s'agit donc d'un mouvement anti-autoritaire et anti-establishment.
Et il est certain que des personnalités telles que Bobby Kennedy, par exemple, jouent un rôle déterminant dans ce mouvement, en attirant l'attention sur l'épidémie de maladies chroniques dans le pays et les dangers de la vaccination de masse. Je pense que le Covid a lui-même contribué à ce soulèvement, et beaucoup plus de gens prennent conscience de ce qu'impliquent les conflits d'intérêts importants entre l'industrie et le gouvernement américain dans l'élaboration des réglementations et l'influence sur la manière dont nos soins médicaux sont dispensés. Et cela, en soi, est une bonne chose. Comme tout mouvement, comme toute initiative, il est vulnérable à être récupéré et utilisé à des fins qui ne correspondent pas à son intention initiale. Le rôle de l'industrie pharmaceutique dans notre monde politique est tellement important. Les sommes d'argent utilisées pour financer les campagnes et contrôler en gros le discours politique et les efforts de lobbying sont tellement énormes et démesurés. C'est comme si, même si les intentions sont pures chez quelqu'un comme Bobby Kennedy et certaines des personnes qu'il a amenées, il naviguait constamment entre diverses mines. Il est donc évident qu'il travaille dans le cadre d'un programme plus large de Trump et qu'il essaie de survivre. Je pense que certaines des choses qu'il fait sont formidables et nous commençons à en voir les fruits. Au moment même où nous parlons, nous voyons que le CDC a changé sa façon d'aborder la question des vaccins qui causent l'autisme. Il reconnaît désormais que le lien n'a pas été établi et qu'il est incertain, car nous ne disposons d'aucun essai contrôlé par placebo à ce sujet. C'est là que le narratif commence à changer. Nous nous penchons sur la médicalisation excessive et la prescription excessive de médicaments psychiatriques. Nous commençons certainement à apporter des changements concernant les produits chimiques toxiques. Et puis, le mouvement qui est encouragé culturellement, d'un point de vue capitaliste, et dans une perspective de marché libre, est que les industries vont devoir s'adapter et s'ajuster, car elles vont devoir créer des produits contenant des ingrédients plus propres, car vous allez pouvoir mesurer cela avec les ventes. Donc, il y a certainement une cascade de résultats positifs découlant du mouvement MAHA. Cela dit, nous devons être conscients de la vulnérabilité de la situation, car je pense que des concessions sont faites au plus haut niveau. Ainsi, par exemple, je pense que si Bobby Kennedy fait la promotion de l'Ozempic ou des GLP-1, je ne crois pas une seule seconde que c'est ce qu'il pense. Mais il a dû faire des concessions afin de pouvoir travailler sur d'autres questions. C'est regrettable, car vous allez voir que nous allons créer un faux narratif selon lequel nous disposons d'un médicament sans effet secondaire qui aide à lutter contre les conséquences d'une mauvaise alimentation, d'un mauvais mode de vie et d'autres problèmes de santé. Encore une fois, même problème. Peut-on vraiment être MAHA et prendre de l'Ozempic? Non. Je crois que quand on commence à jouer avec la nature nous rend l'appareil. Et c'est ce que nous avons fait. Nous ne mangeons pas d'aliments naturels, nous ne sommes pas exposés à la nature, nous essayons de modifier notre ADN avec des technologies expérimentales. Et cela fait partie d'un programme transhumaniste plus large. Je me place fermement dans le camp humaniste, et nous nous dirigeons vers le front d'une bataille contre les transhumanistes, dont le programme consiste à utiliser diverses formes de technologies pour modifier le fonctionnement de l'ADN humain, pour en gros l'améliorer pour aller vers l'IA, et qui veulent éliminer les êtres humains sous leur forme actuelle, créée par Dieu. Je considère cela comme une bataille spirituelle. Je pense que c'est évident. Tout le monde peut le voir. C'est sombre. Ils veulent être capables d'améliorer la conscience humaine. Ils veulent vivre éternellement. Ils veulent jouer le rôle de Dieu. Si vous ne voyez pas comment cela s'inscrit dans le cadre de ces factions rivales qui s'affrontent au plus haut niveau du gouvernement, alors je pense que vous ne prêtez pas attention. Je ne crois donc pas que tout cela viendra du gouvernement.
Je ne pense pas que le gouvernement doive être notre sauveur. Je pense que nous tomberons dans le même piège. Pourquoi s'attendre à ce que les mêmes personnes qui ont créé le problème vous apportent la solution? Cela viendra d'un mouvement décentralisé, d'une compréhension populaire que votre liberté et que votre souveraineté viennent de Dieu, et ainsi de reconnecter à la nature et à Dieu. Je pense que la réponse sera un retour à la communauté, et le mouvement décentralisé poussera les gens à se tourner vers leurs voisins. Comment vais-je obtenir la nourriture et l'eau la plus propre possible? Hmm. Cela viendra de la personne qui habite en bas de la rue et qui possède ces compétences, ou de cet agriculteur. Et nous allons créer une certaine coopération au sein de nos communautés afin de pouvoir nous entraider. Plus vous vous décentralisez et vous déconnectez les uns des autres, plus vous vous retrouvez seul dans la nature sauvage. Et être seul dans la nature sauvage signifie que vous pouvez vous retrouver dans un état de vulnérabilité et de peur, où vous dépendez de l'aide d'une autorité qui n'est pas là pour vous aider réellement. Et psychologiquement, c'est un peu ce qui s'est passé. J'espère que le mouvement Maha reconnaîtra que nos corps ont été conçus par Dieu, conçus pour guérir, et que nous devons les réaligner physiquement, énergétiquement, spirituellement, avec la nature et avec Dieu. Vous empoisonnez votre environnement, vous empoisonnez les sources alimentaires, les animaux, vous empoisonnez vos esprits, vous essayez de nous déconnecter de toute la nature, y compris de l'exposition au soleil. Vous utilisez un éclairage artificiel, et puis vous essayez de provoquer la peur par le biais des médias, des campagnes sur les réseaux sociaux, dans l'éducation publique. Vous allez obtenir une population déconnectée, détachée et malade. Et c'est exactement ce que nous avons obtenu. Cela me paraît être une conclusion parfaite pour clore cet entretien qui contient à la fois une réflexion profonde et porteuse d'espoir. Euh, Merci pour cette conversation fascinante. J'ai un seul regret, c'est que je suis limité par le fait que les Français ont une capacité d'attention limitée pour les interviews doublées et par le budget de traduction, mais j'aurais pu continuer encore pendant 2 heures en votre compagnie. J'espère que vous reviendrez et je tenais sincèrement à vous remercier. C'était vraiment formidable.